L'espoir est grand au Moyen-Orient, mais il reste de nombreux obstacles. Pas d'inquiétude, il peut y avoir beaucoup de 6-7 en cours, mais Netanyahou est là pour vous aider. Donc aujourd'hui, je vais aborder toutes les grandes histoires qui nous concernent ici au Moyen-Orient, mais aussi à l'intérieur d'Israël. Donc, la première histoire ici est, bien sûr, que la deuxième phase de l'accord sur Gaza a commencé maintenant que le dernier de nos otages a été libéré la semaine dernière. Et pour donner une image plus complète de ce qui se passe réellement autour de la réouverture du passage de Rafah, je veux m'appuyer sur deux analyses écrites par le commentateur politique et sondeur israélien Shlomo Filber. Parce que ce n'est pas seulement une question de frontières, c'est un pilier central de la structure d'après-guerre qui prend forme actuellement, et il analyse les enjeux de manière très précise. Rafah fut l'un des principaux points de discorde dans les négociations d'Israël avec le président Trump sur le cadre en 20 points proposés. Israël a capturé le point de passage et tout le corridor de Philadelphie en mai 2024. Nous l'avons fermé, nous avons détruit les tunnels et nous avons effectivement mis fin à la contrebande d'armes vers Gaza. En 1 an et demi, les FDI ont détruit le réseau de tunnels de Rafik et établi une zone de sécurité de 2 à 6 km isolant le Hamas. Pour Israël, le passage devait rester fermé jusqu'à la libération du dernier otage. Israël, malgré la pression de Washington, a maintenu sa position mais a finalement cédé sur le passage. Filber souligne que cette concession a aussi apporté des gains importants à Israël. Israël contrôle 55% de Gaza. Aucune déclaration de fin de guerre, Israël se réserve le droit d'éliminer le Hamas et les tunnels si besoin. Aucun État palestinien ni retour à une autorité palestinienne ne sont prévus, seulement des gestes symboliques repoussés. S'ils remplissent les conditions requises, le passage a rouvert, mais sous des conditions très spécifiques et restrictives. Toute personne entrant à Gaza doit emprunter un long trajet à travers la zone jaune contrôlée par Israël et subir un contrôle de sécurité complet. Quitter Gaza sera plus simple qu'y accéder. Israël souhaitait initialement que le passage ne s'ouvre que vers l'extérieur, mais l'Égypte et les médiateurs ont refusé, y voyant une approbation symbolique de l'émigration volontaire. Pendant ce temps, Filber fait remarquer qu'Israël et les États-Unis construisent un immense camp de transit dans la zone jaune, qui est sous contrôle israélien. Les Gazaouis contrôlés seront temporairement déplacés là-bas. L'objectif est d'évacuer les civils des zones urbaines de Gaza pour rendre les prochaines étapes dont l'élimination des tunnels plus gérable. Filber présente tout cela comme la phase B, le désarmement du Hamas et la démilitarisation complète de Gaza. La reconstruction ne commencera qu'après la fin de ce processus. Il s'attend à ce que Trump lance un ultimatum au Hamas pour qu'il se désarme dans les semaines à venir, non pas parce que quelqu'un pense que le Hamas va obéir, mais pour neutraliser toute objection diplomatique. Quand les FDI reviendront finir le travail, Filber souligne un point rarement évoqué. Le passage s'ouvre avec un ratio d'une entrée pour 3 sorties. Avec la moitié de Gaza détruite et aucune reconstruction prévue, le passage pourrait attirer davantage de Gazaouis souhaitant partir. Il suggère qu'Israël observe cela discrètement pour voir comment la situation évolue. Il souligne qu'aujourd'hui, le corridor de Philadelphie est en meilleur état qu'avant la guerre. Au lieu de nombreux tunnels de contrebande sous la frontière, il ne reste qu'un point d'entrée contrôlé par Israël. Il conclut que c'est un risque calculé, mais pas la fin des combats. Israël privilégie la diplomatie, surtout pour affronter l'Iran avec l'appui des Américains. Si le Hamas ne se désarme pas, les FDI reviendront finir la mission plus durement. Actuellement, Filber estime que l'avantage revient entièrement à Israël. Avec la phase B à Gaza, la question du lendemain devient inévitable. La chaîne 12 d'Israël a rapporté cette semaine qu'un nouvel acteur souhaite façonner l'avenir de Gaza et il s'agit des Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis. Abu Dhabi souhaite gérer la sphère civile à Gaza, ce qui impliquerait des investissements de plusieurs milliards de dollars. Des négociations sont en cours entre les Émirats arabes unis, Israël et les États-Unis, et Israël semble soutenir l'initiative. Les Émirats arabes unis veulent assumer toute la responsabilité du cadre civil. Avec des milliards de dollars d'investissement, comme je l'ai mentionné, selon le plan, plusieurs milliards seraient transférés immédiatement, avec des investissements supplémentaires à suivre.
Les Émirats arabes unis veulent contrôler la gestion et l'activité commerciale de tous les marchés de Gaza. Ils déploieront aussi des forces armées pour sécuriser les centres logistiques prévus à Gaza avec le personnel émirati. Des sociétés de sécurité privées américaines opéreront également dans la bande de Gaza. Les Émirats arabes unis veulent acheter à Israël toutes les marchandises destinées à Gaza et employer des entrepreneurs israéliens. Cela profitera grandement à l'économie israélienne, surtout aux villes et kibbutzim ayant le plus souffert des attaques du Hamas, notamment le 7 octobre. Les centres de distribution deviendront des plateformes logistiques pour livrer les marchandises au secteur privé. Un accord de gouvernement à gouvernement est en cours de rédaction dans la bande de Gaza en attente d'approbation par Israël. Abu Dhabi et Jérusalem ont partagé des projets. Israël soutient l'initiative. Des responsables israéliens impliqués dans les négociations disent que les Émirats proposent d'intervenir pleinement et de devenir le principal parrain civil. Les responsables ont ajouté « Ils prennent un risque et sont prêts à s'impliquer. Entre les jambes du Hamas, nous, Israël, soutenons cela. Cela ne remplacera pas le démantèlement du Hamas ni la démilitarisation de Gaza, mais offrira un cadre civil mené par un acteur modéré et productif. » Et, comme pour prouver ce point, alors que tout cela se passe, le Hamas ne disparaîtra pas tranquillement, même si le monde parle du lendemain. Le Hamas se prépare à poursuivre ses activités en agissant discrètement à Gaza, là où il prospère. Récemment, la direction du Hamas a transmis une note interne secrète à ses responsables gouvernementaux à Gaza. Avant l'arrivée du gouvernement technocratique, le document expose en détail ce que les responsables doivent faire ou ne pas faire lorsqu'ils traitent avec les membres de ce gouvernement technocratique. Il explique comment le Hamas continuera de gérer le système administratif de la bande sans que les technocrates ne se rendent même compte que le Hamas reste entièrement aux commandes. Le document demande aux responsables de maintenir leur routine quotidienne comme si rien n'avait changé. Il leur interdit d'attaquer le gouvernement technocratique ou son chef sur les réseaux sociaux. En même temps, les responsables reçoivent une directive claire, et je cite, « N'établissez aucun contact personnel avec eux et ne transmettez aucune information ou rapport sauf par l'autorité compétente. » Cette autorité compétente, c'est le Hamas. Les habitants de Gaza partagent comment le Hamas essaie de dissimuler la présence de ces groupes armés terroristes. Dans des interviews accordées aux médias israéliens, des Gazaouis décrivent comment le Hamas est dispersé dans les rues. Des membres en civil circulent parmi les ruines de Gaza sans toujours porter l'uniforme. Ils surveillent qui filme, parle, se plaint, résiste ou insulte. Hamas, cela me paraît familier. C'est très proche de la situation actuelle en Iran. Le Hamas tente de cacher sa puissance militaire aux caméras et à l'opinion internationale. La gestion de l'aide à Gaza par le Hamas a été un sujet central durant la guerre. Ainsi, le Hamas contrôle la population civile. Les terroristes du Hamas contrôlent la distribution de l'aide depuis la périphérie. Certains camions apportent de l'aide humanitaire, d'autres sont destinés aux commerçants locaux. En ce qui concerne les camions d'aide, s'ils ne sont pas complètement pillés, leur distribution est coordonnée avec le Hamas. Quant aux camions des commerçants, des taxes et des paiements sont appliqués et collectés par les autorités du Hamas. Le plan de Donald Trump entre en seconde phase, il faut le rappeler au président américain et aux décideurs israéliens. Il ne faut pas faire confiance au Hamas, ils mentiront et tromperont pour rester au pouvoir. En parlant de l'Iran, une question majeure cette semaine est le démantèlement du régime des ayatollahs. J'insiste sur le démantèlement du régime iranien qui sera dissous par négociation ou par la force. Ce n'est pas une histoire sans fin. Les États-Unis poursuivent le déploiement de forces dans la région tout en cherchant une solution négociée. Pendant que cela se passe, des explosions soudaines et simultanées ont littéralement éclaté dans plusieurs régions d'Iran. L'Iran affirme qu'il ne s'agissait que de conséquences de fuite de gaz. Lors d'un de ces incidents, le chef de la marine iranienne a été la seule victime. L'Iran dément et affirme que ce n'est pas vérifié, mais le commandant n'a pas été revu depuis. Depuis des années, des phénomènes étranges et inexpliqués se produisent partout en Iran, comme encore cette semaine.
La combustion spontanée dans des lieux clés inspire de nombreux livres et séries télévisées. Contrairement à la fin décevante de la série Stranger Things, ici, on peut s'attendre à ce que l'histoire soit résolue et aboutisse à une conclusion satisfaisante. Gaza et l'Iran ne sont cependant pas au cœur de l'événement majeur en cours. Faites attention à Trump. Observez ses actions, pas ce qu'il dit. Il donne constamment aux médias ce qu'ils veulent. Des gros titres vides, il les manipule à la perfection. Reliez les points, pas les mots. Les mots ne sont jamais choisis au hasard. Ils servent à distraire, détourner ou embrouiller un public selon le sujet. À chaque fois. Et ça marche comme sur des roulettes, sans la moindre faille. C'est le moment clé du XXIe siècle. Les organisations créées après la Seconde Guerre mondiale ont échoué. Quand les Nations Unies ou d'autres organismes internationaux, envahis par des membres à idéologie marxiste et islamo-fasciste, ont-ils agi pour la dernière fois? Quand ont-ils agi utilement pour la population mondiale? L'infrastructure alternative pour gérer les événements mondiaux que Donald Trump a créée, c'est ce qui se passe ici. Certains diront qu'il instaure un monde dominé par les États-Unis. Personnellement, je préfère un monde sans vide car quelqu'un le dirigera toujours. Je préfère que ce soit les États-Unis qui dirigent plutôt que n'importe quelle autre alternative, quand on se souvient du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Ils ont refusé un poste au Conseil de la paix créé par Donald Trump, invoquant la présence de la Russie. Ils disent que la guerre de la Russie en Ukraine, financée par l'achat de pétrole et de gaz à Poutine, offense leur humanité et leur morale. La commentatrice israélienne Valérie Obel affirme que ces pays ont financé cette guerre. Pour la troisième année de l'invasion russe en Ukraine, cela atteint 21,9 milliards de livres sterling. Leur soif insatiable d'importation de combustibles fossiles russes, malgré les sanctions et les efforts pour réduire leur dépendance, subjugue catégoriquement leur code d'éthique. Et, comme le dit Obo, la nouvelle autorité que Trump est en train de construire leur retire l'occasion de faire de la vertu en critiquant Israël à l'Assemblée des Nations Unies. Ces pays font pression pour créer un État palestinien en Judée, Samarie et Gaza. Même après le 7 octobre qui a montré ce que cela signifiait pour Israël, où étaient ces pays avant 1967? Ils n'ont jamais appelé à la création d'un État arabe avant la guerre des 6 jours. Donald Trump a clairement exprimé son dégoût pour l'Europe, comprenant ce qu'il refuse de voir. L'Europe s'en sort bien. Je suis aussi sûr que vous avez entendu parler du soi-disant docteur de Gaza, que le New York Times a laissé rédiger 2 tribunes d'opinion anti-israéliennes. Il a été révélé qu'il était colonel du Hamas, selon ONG Monitor et l'armée israélienne. Une photo montre le docteur Hossam Abou Safiya en uniforme militaire du Hamas à un rassemblement du personnel d'élite du groupe. Cela soulève des questions sur la transparence quant à l'exploitation des institutions civiles par les groupes terroristes en temps de guerre et la collaboration des organisations occidentales de défense des droits de l'homme et des médias avec eux. Le New York Times lui a donné une tribune parce qu'il est médecin. Cependant, cela omet des rapports sur des médecins à Gaza ayant tué un otage et le mauvais traitement d'autres otages par le personnel médical gazaoui. Vous pouvez en lire plus en ligne. Je veux partager un autre aspect de la campagne de propagande. En vérifiant cet incident sur une plateforme d'IA, j'ai remarqué un fait révélateur. Quand j'ai interrogé sur le docteur Abou Safiya et ses liens présumés avec le terrorisme, le système a ajouté une mise en garde signalant que l'information venait surtout de sources israéliennes sans évoquer la photo, affectant ainsi la crédibilité de la révélation. Mais lorsque j'ai interrogé sur un autre sujet fréquent dans les médias, comme le nombre de victimes à Gaza pendant la guerre, les chiffres venaient d'organismes dirigés par le Hamas. La plateforme a présenté ces chiffres comme des faits incontestés, sans aucune réserve. Cette asymétrie est éloquente. Si les infos d'Israël requièrent une mise en garde, alors que celles du Hamas sont considérées neutres et fiables, il est clair qu'il existe un parti pris que nous savons être enraciné dans la politique, alors l'IA est-elle programmée avec un biais politique? Eh bien, c'est possible, mais après tout, il s'agit d'un algorithme mathématique qui exprime ses réponses en fonction du contenu qu'il analyse. Malheureusement, en raison du volume et de la quantité de négativité, Israël est clairement désavantagé.
Les médias maintiennent effectivement un parti pris lorsqu'il s'agit de rapporter des informations depuis Israël. J'ai mentionné le New York Times à plusieurs reprises et nous connaissons tous le biais des médias traditionnels. Même des médias conservateurs comme le New York Post, pourtant non anti-Israël, publient de tels titres. Israël aurait tué 32 personnes lors de frappes à Gaza en ciblant le Hamas pour des violations répétées du cessez-le-feu. En réalité, le Hamas viole toujours le cessez-le-feu. Le Hamas stocke des armes en zone civile et attaque via des tunnels les forces israéliennes, qui répliquent pour éliminer la menace. Le titre devrait s'y concentrer. Les médias utilisent encore des titres trompeurs pour attirer les lecteurs et gagner plus d'argent par visite. Mais il n'y a pas que les médias, il y a un effort concerté pour délégitimer Israël. Ce parti pris s'inscrit dans un effort plus large pour influencer la perception d'Israël, surtout chez les jeunes. L'Encyclopædia Britannica, considérée pendant des générations comme la référence en matière d'information fiable, en est arrivé là. Un groupe juridique britannique a révélé que l'Encyclopædia Britannica a supprimé Israël de sa plateforme éducative pour enfants, Britannica Kids. Réécrire intentionnellement une fausse histoire présentée aux enfants comme vraie. Selon l'organisation Avocats britanniques pour Israël, plusieurs articles désignent toute la zone entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée simplement comme la Palestine, sans aucune mention de l'État moderne d'Israël. Les cartes du site représentent tout Israël et les zones de l'autorité palestinienne comme la Palestine, donnant ainsi l'impression qu'Israël n'existe pas. Le groupe critique l'Encyclopædia Britannica pour l'utilisation du terme Palestine à des époques où il n'existait pas. Il souligne que le terme Syrie-Palestine n'a été introduit qu'après la révolte de Bar Kokhba au IIe siècle, et l'utiliser pour les époques bibliques déforme l'histoire. Caroline Turner, directrice de l'organisation, a averti que les documents pourraient présenter des récits politiques actuels comme des faits historiques. Elle a demandé de corriger rapidement les entrées et cartes pour éviter d'induire les enfants en erreur sur l'histoire du Moyen-Orient. Et puis, il y a eu cet événement à Barcelone. Un immense événement de solidarité avec la Palestine a rempli une arène de milliers de personnes scandant des slogans comme « de la rivière à la mer ». D'immenses écrans montrèrent des cartes d'Israël étiquetées comme Palestine, décrivant les Israéliens comme des occupants temporaires. Le fils d'un terroriste condamné a été applaudi sur scène et l'entraîneur de football Pep Guardiola se tenait là, portant un kéfier, déclarant « Je soutiens la Palestine ». Les Juifs locaux signalent une forte hausse de l'antisémitisme en Espagne, encouragée par les autorités municipales. En résumé, les médias diffusent des reportages biaisés et les plateformes d'IA jugent suspectes les informations israéliennes mais prennent celles du Hamas pour des faits. L'Encyclopædia Britannica réécrit l'histoire pour les enfants, tandis que les arènes européennes applaudissent un monde sans Israël. On voit désormais que ce n'est pas un hasard, mais une campagne culturelle, politique et technologique coordonnée pour nier l'existence et la légitimité de l'État d'Israël. Et à moins de le dénoncer, à moins de l'exposer, ce récit devient la grille de lecture par défaut à travers laquelle la prochaine génération comprendra le Moyen-Orient et nous comprendra. Les médias occidentaux et de nombreuses ONG de gauche ne se soucient pas vraiment des droits de l'homme ou de sauver des vies. Il suffit d'observer comment ils réagissent, ou pas, à d'autres atrocités dans le monde. Car quand les victimes ne concernent pas Israël, leur indignation disparaît. Depuis les dernières manifestations en Iran, le régime exécute des soignants pour avoir aidé des manifestants blessés. Et qu'a réussi à dire l'une des organisations de défense des droits de l'homme les plus bruyantes, Médecins sans frontières, à ce sujet? Une seule phrase timide. Nous ne sommes pas autorisés à mener des activités au-delà du cadre de nos projets axés sur les communautés marginalisées en Iran. C'est tout. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, aucune condamnation ni urgence morale n'a eu lieu. Juste une clause de non-responsabilité bureaucratique d'une organisation qui accuse toujours Israël des pires crimes. Si ce n'est pas Israël, il s'en moque. À quelle vitesse était-il déjà dans la rue à condamner la légitime défense d'Israël? À quelle vitesse évaluait-il chaque geste, chaque frappe qu'Israël a faite maintenant? Silence?
Aucun éditorial préoccupé, aucun article de comparaison, aucune photo déchirante, aucune ONG ne réprimande ni ne publie de statistiques, aucune résolution de l'ONU, aucun dirigeant européen n'avertit ni n'exprime d'inquiétude. C'est ce que montre une partie de la gauche israélienne. Ils s'alignent avec les mêmes groupes qui refusent de condamner la brutalité meurtrière du Hamas et les atrocités qu'ils commettent à Gaza. Au lieu d'affronter cette réalité, ils concentrent leur indignation sur les actions d'autodéfense d'Israël. Des actions dictées par une organisation terroriste ayant passé 20 ans à bâtir un empire militaire souterrain, se cachant derrière ses civils pour maximiser les pertes et manipuler l'opinion internationale comme protection supplémentaire. Et ça marche. Israël est la cible d'un cœur d'idiots utiles lui demandant d'arrêter en pleine opération, se retirer, laisser survivre les terroristes et préserver leur règne oppressif. L'une des voix bien pensantes de la gauche israélienne a averti cette semaine, sur un ton moralisateur, que nos petits-enfants devront faire face à ce que nous faisons aujourd'hui. Mais lui et les autres sangsues condescendantes n'ont jamais pris le temps de considérer l'alternative bien plus terrifiante. Ce à quoi nos petits-enfants auraient fait face sans notre riposte. Des gens comme lui doivent se rappeler sans cesse pourquoi nous nous battions ce jour-là. Ils ont besoin de se rappeler la brutalité à laquelle nous avons été confrontés. Le genre d'ennemi qui visait les civils sylvites et installait sa machine militaire sous écoles, hôpitaux et habitations. L'histoire est pleine de moments où les démocraties comprennent que la survie exige parfois des choix terribles et inévitables. Personne en Grande-Bretagne ou en France ne s'est soucié de la moralité des bombardements massifs, comme celui de Dresde sur les villes nazies. Aux États-Unis, peu pensaient que les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki étaient inutiles. Aucun ne voyait de problème aux ruines laissées dans les villes ennemies. Ils comprenaient tous que s'ils n'agissaient pas de façon décisive, leurs propres enfants et petits-enfants vivraient sous la tyrannie fasciste. La seule différence, c'est que nos enfants ne vivraient même pas. Même principe ici. Si nous ne détruisons pas totalement l'infrastructure djihadiste que Hamas a développée depuis 20 ans, tant physique qu'idéologique, alors nos petits-enfants ne débattront pas de morale dans le confort des studios. Ils vivront le sort des Yazidis, des chrétiens et de tant d'autres minorités à travers le Moyen-Orient qui ont été massacrées, réduites en esclavage ou chassées de chez elles par la même forme de fanatisme. Voilà la véritable équation morale, et prétendre le contraire relève d'une cécité morale absolue. En Israël, une année électorale commence, avec des élections prévues d'ici fin octobre, et la guerre idéologique et politique s'annonce. Quelques semaines après le début de la guerre, la solidarité s'est effondrée et les protestataires ont de nouveau exigé la démission du gouvernement et des élections. Deux récits politiques très différents ont émergé en Israël ces 2 dernières années. L'un encourageait la victoire totale, soutenait les soldats et appelait le gouvernement à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire totale. Cela inclurait la libération des otages, tandis que l'autre mettait l'épreuve des otages au centre, utilisant le sujet et l'identification émotionnelle comme arme politique contre le gouvernement, les plaçant au cœur du débat national. Interviews, reportages et directs depuis la place Ekaplan avec des manifestations chaque samedi soir. La focalisation sur les otages était politique. Les familles étaient incitées à critiquer le gouvernement et l'exposition était sélective. Seules les familles anti-gouvernement recevaient des micros. Il y avait aussi une autre raison de choisir ce récit. La gauche pensait que la tragédie des otages à Gaza durerait des années et resterait une plaie ouverte. Ce choix s'est avéré être une erreur. Tous les otages ont été rendus et les médias ont perdu leur récit central. Plus d'otages, plus de familles d'otages, plus de diffusion depuis la place. La gauche, ayant perdu son principal argument contre le gouvernement, a inventé un nouveau problème cette semaine. Le gouvernement est responsable de la violence et du comportement violent dans les communautés musulmanes en Israël. La gauche s'est jointe aux citoyens arabes lors d'une manifestation à Tel Aviv et non dans l'une des villes ou municipalités arabes, je vous le rappelle. Aux côtés des politiciens et de la population n'ayant jamais condamné le Hamas ni soutenu les otages israéliens.
Cela aurait pu marcher en 1993, quand beaucoup d'Israéliens croyaient à la paix avec l'OLP et aux concessions territoriales. Beaucoup d'entre nous ont mis en garde contre le fait de leur faire confiance. Nous avons mis en garde contre ce que disent les musulmans. Mais la plupart des gens ici n'ont pris conscience des dangers contre lesquels ils avaient été mis en garde qu'après la tragédie du 7 octobre. La plupart d'entre nous rejettent tout contrôle arabe et, selon le Premier ministre, aucune présence indépendante de l'OLP entre le Jourdain et la mer. Et pendant que la gauche ici s'adonne à son habituel signalement de vertu inutile, le gouvernement d'Israël progresse dans la coopération avec les pays musulmans sur la scène mondiale, parfois plus vite que jamais. Israël et l'Azerbaïdjan ont signé un protocole d'accord sur l'IA au bureau du Premier ministre à Jérusalem cette semaine. Israël franchit une nouvelle étape pour devenir un leader mondial de l'IA, objectif majeur du Premier ministre Netanyahou. Cela fait suite à la déclaration sur l'IA signée récemment avec les États-Unis. L'accord avec l'Azerbaïdjan renforce l'alliance stratégique des deux pays via la technologie de pointe. Le partenariat portera sur l'infrastructure de supercalcul, l'application de l'IA dans des secteurs civils essentiels, le développement du capital humain et le lancement d'initiatives de recherche conjointes. Même si le système politique se prépare à une année électorale et que les médias divisent le pays, le Premier ministre Netanyahou est là pour aider. Regardez la tendance TikTok pour comprendre. Il s'est concentré sur les besoins du pays et l'avenir, créant des partenariats stratégiques pour la prochaine décennie. J'espère que cela vous donne un aperçu des événements. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour décrypter la suite. Je suis Daniel Siman. Merci d'avoir suivi Straight Up sur JNS TV à Jérusalem, Israël.